On va aborder un point qui est très utile car on en a besoin très régulièrement, c'est celui de l'image. Donc pour agrémenter les mises en page de votre site, pour votre diaporama, pour faire des bannières quelconques, vous aurez très souvent besoin d'images. Alors c'est la première problématique qui vient quand on commence à gérer de l'image pour le web, c'est celle du poids de l'image. Que vous partiez d'une photo achetée dans une banque de photos libre de droit ou que vous partiez de vos propres photos, en général, ce sont des photos très lourdes qui n'ont pas été compressées. Et faut savoir que sur Internet, on est toujours dans une optique d'alléger au maximum le poids de la page en termes de mégaoctets. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. De toute façon, on va voir un petit peu pour minimiser les temps de chargement des pages. Si vous prenez une photo, ne serait-ce qu'avec un iPhone ou un appareil photo numérique, et que vous l'importez directement sur votre ordinateur et que vous la mettez sur le web, il y a de fortes chances qu'elle mette énormément de temps à se charger. Donc ça, c'est pas du tout optimisé. Et puis après, vous allez avoir besoin, à un moment donné, ne serait-ce que de faire du recadrage, pour pouvoir faire en sorte que le cadrage de cette photo soit plus adapté à à vos attentes et permettre d'équilibrer votre mise en page. Et puis vous pouvez aussi avoir besoin de faire comment dire, du photomontage pour vous faire des bannières. Je sais pas, moi je pense au diaporama notamment, mettre un petit titre accrocheur avec une photo qui représente le produit ou le service ou l'offre spéciale. Donc, moi, dans notre agence, on a rencontré souvent ce problème, c'est le logiciel phare pour faire tout ça, ça reste Photoshop. Donc il a fallu qu'on trouve une alternative sans obliger nos clients qui voulaient faire leur mise à jour eux-mêmes d'avoir à acheter cette fameuse licence Photoshop qui avant coûtait très cher à l'unité et maintenant se loue obligatoirement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter une licence et la garder comme ça indéfiniment. Vous louez une licence mais à un prix beaucoup plus abordable sous forme d'un prix mensuel. Donc en gros, ça vous coûte, si vous prenez que Photoshop, entre 20 et 30 euros. Et si vous prenez la suite complète proposée par Adobe, qui s'appelait la Creative Suite et qui s'appelle maintenant qui s'appelle le Creative Cloud, parce que c'est une offre de logiciels en ligne. L'offre complète est aux alentours de 50, 60 euros, il me semble. Je raconte peut-être des bêtises, mais je ne dois pas être loin. Alors voilà, ça reste quand même un budget et on n'a pas forcément envie d'acheter un logiciel de photomontage juste pour ça. Donc l'alternative qui se présente à vous s'appelle Pixlr. Donc Pixlr, c'est une application en ligne qui a repris l'interface de Photoshop. Donc pour ceux qui ont déjà fait un peu de Photoshop, vous allez voir, c'est pas, ça vous sera un petit peu familier, la façon dont les panneaux sont organisés et les fonctions qui vous sont proposées. Donc, vous avez vu, j'ai tapé Pixlr, PXLR dans Google, et le premier lien qui m'a été proposé, c'est pixlr.com. Je suis arrivé sur une page d'accueil, j'ai appuyé sur l'éditeur. Et donc, j'arrive sur la page d'accueil de l'éditeur. Donc, on va pas voir profondément le logiciel. Je vais vraiment survoler deux trois trucs histoire qu'on puisse voir le B à bas de la mise en ligne de photos sur vos pages. Et j'ai dit que je ferai une formation sur Pixlr. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez cette formation, elle est déjà disponible. Et sinon, ça va pas tarder. Donc on va partir du principe, dans un premier temps, on va vouloir mettre une photo dans notre diaporama. Donc la première chose qu'il nous faut, c'est de savoir quelle dimension la photo finale doit faire. Et deuxième chose, il faut une photo de base. Donc moi j'ai pris une photo que j'ai prise sur un service de photo en ligne. Donc voilà, une photo très basique. Et mon objectif c'est de la mettre à la bonne taille et d'optimiser son poids pour ce diaporama. Donc la première chose c'est de savoir quelle taille euh,
quelle taille la photo doit faire dans sa taille finale pour être pile poil, ni trop grande, ni trop petite, et coller parfaitement à ces dimensions-là. Donc il y a un outil pratique qui nous permet de connaître les dimensions des éléments visuels, des balises dans une page HTML. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est Firebug. Donc on l'allume, on prend l'outil d'inspection en cliquant dessus, et en survolant un élément, donc c'est pas forcément toujours l'élément qu'on survole qui laisse apparaître les dimensions. Donc des fois, il faut remonter un petit peu comme ça et regarder si on voit à un moment donné le paramètre width qui veut dire largeur. Je vais vous montrer une autre façon aussi de trouver les dimensions. Donc là, on est toujours à 100% et c'est pas le paramètre qui donne la largeur et encore moins celui qui donne la hauteur. Donc là, on voit qu'on a un élément qui fait 400 pixels de haut, pardon. Donc ça voudrait dire que la photo déjà elle fait 400 pixels de haut. Et on voit qu'en remontant, l'élément qui limite la largeur, il fait 940 pixels de large. Donc on va créer une nouvelle image en appuyant ici, en faisant 940 pixels de large sur, on avait dit 400 de haut. Je vérifie quand même, j'ai très mauvaise mémoire. C'est ça. Je valide par OK. Et là, on voit que j'ai un nouveau fichier qui fait la bonne dimension. L'idée, ça va être d'importer. Donc il y a une notion de calque à la manière de vrai calque dans la vie, c'est-à-dire que là, notre premier calque, il s'appelle arrière-plan et il est blanc. Et on peut rajouter des calques, comme ça. Et une fois que le calque est sélectionné, on peut venir prendre des outils de dessin, venir peindre dessus ou mettre du texte, et puis rajouter des calques indéfiniment comme ça. Là, on ne va pas créer des calques vides, on va importer. Donc on va dans calque et on va importer une image ou ouvrir une image en tant que calque. Voilà, et donc j'arrive directement sur mon bureau, mais peut-être que chez vous, vous serez amené à aller chercher dans des dossiers, le dossier où est rangé vos photos, votre photo. Donc là, je vais prendre ma photo, je fais ouvrir, et il me l'importe. Premier constat, cette photo, c'est bien pour ça qu'elle est là, elle est trop grande par rapport à la taille finale que je vise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rétrécir. Donc, on va utiliser un raccourci clavier et puis je vais vous montrer comment sans raccourci clavier on arrive à ce résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai rencontré des problèmes avec les raccourcis clavier, je crois sur Firefox. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert Pixlr sur Chrome. Et sur Chrome, les raccourcis clavier qui vous sont proposés fonctionnent. Donc là, en l'occurrence, le raccourci clavier, c'est pareil que dans Photoshop, c'est CTRL-T. Pardon, si j'appuie sur commande. CTRL-T. Et là, vous voyez qu'il y a des poignées de sélection qui sont apparues, et on voit qu'on est dans l'angle supérieur gauche de la photo. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer et glisser. Mais si vous faites que cliquer et glisser, vous voyez que vous déformez la photo. Elle ne préserve pas ses proportions. Donc l'astuce pour préserver les proportions, c'est de maintenir Shift appuyé pendant que vous faites les réglages. Alors des fois, ça demande de le faire en plusieurs coups. C'est-à-dire que là, je lâche ma souris et je laisse mon doigt Shift appuyé. Ensuite, je lâche le bouton Shift et je viens remonter ma photo une première fois et je refais la manip. Je clique, je glisse, mais pour maintenir en proportion, j'appuie sur Shift et là, vous voyez, hop, c'est toujours en homothétie. Et donc voilà, j'ajuste ma photo, je la redéplace et toujours en maintenant Shift, je viens caler ma photo. Alors, on voit que par rapport à la photo de base, le gabarit est plus large que haut, mais c'est tout le challenge ensuite dans le choix de vos photos, trouver des photos qui s'adaptent à votre diaporama. Hein. Le tout, c'est pas de mettre des photos qui soient comme dans un format photo classique beaucoup trop haut et qui noieraient l'information dans une simple photo en page d'accueil. C'est pour ça que les diaporamas sont souvent en panoramique. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'ajuster une photo et trouver une photo qui puisse, vous voyez, c'est pas si moche que ça, on a cette ligne qui coupe ici, qui permet d'arrêter le regard. Il y a moyen d'en faire quelque chose de plutôt sympa. Et une fois que votre photo elle est telle que vous le souhaitez en termes de positionnement, eh ben, vous allez valider en appuyant sur Entrée. Et là, la photo est calée.
Alors, pour l'exemple, je ne vais pas aller plus loin, hein, ça, je vous dis, ça fera office d'une formation, un pixelaire. On aurait pu rajouter du texte, je sais pas, l'intérieur de votre restaurant aménagé sur mesure, enfin bref. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est l'enregistrer, la télécharger sur mon bureau. Donc, on fait Fichier, Enregistrer, et il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, notamment d'enregistrer la photo sur... alors, il faut avoir un compte pixelaire si vous voulez mettre dans votre librairie pixelaire, mais si on peut l'enregistrer sur Facebook, votre compte Flickr, Picasa, mais nous, on veut l'enregistrer sur notre bureau déjà. On va lui donner un nom, on va appeler photo diaporama 1. Et là, c'est important. On voit qu'on a plusieurs formats qui nous sont proposés. Donc, oubliez le format photo. Alors, quand je dis oubliez-le, ça dépend. C'est-à-dire que si vous voulez préserver, donc vous faites des compositions très sophistiquées avec des couches de calque et que vous voulez garder éditable ce fichier, dans ce cas-là, il faut vous créer un compte pixelaire et enregistrer votre projet au format PXD, donc au format pixelaire. Et quand vous le réouvrirez depuis pixelaire, ben vous préserverez les différents calques et les réglages. Nous, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Le format TIFF et le format BMP, c'est des formats non compressés, donc ça va garder le poids maximum de votre photo par rapport à la taille que vous lui avez donnée. Donc là, comme on a réduit la taille, le poids, il y a moins de pixels, donc il y a moins de données, donc c'est plus léger, mais ça restera pas optimisé parce que le BMP et le format TIFF, c'est des formats non compressés qui sont relativement lourds. S'offre à vous deux formats, le format PNG et le format JPEG. Alors, le choix, il est simple. Quand vous avez une photo avec de la transparence derrière, on va voir un petit peu comment ça peut s'illustrer. Admettons, donc, pour avoir de la transparence derrière, il faudrait que déjà je supprime ce fameux calque d'arrière-plan, hein, qui est blanc. Voilà. Et puis, admettons, je viendrai découper une partie, voilà, une forme carrée, dans la photo. Là, vous voyez, il y a un damier. Ça, c'est le damier d'arrière-plan. Et une fois exportée, cette photo, si je veux préserver l'arrière-plan et je veux pas que ce soit remplacé par du blanc, si je veux préserver la transparence, il faut l'exporter en PNG. Et une fois importé sur votre site, si l'arrière-plan n'a pas de couleur sur votre site, bah, vous verrez tout ce qu'il y a derrière, tout simplement. Si vous l'exportez en PNG, cette transparence elle va être détruite et elle va être remplacée par en général par du blanc. Donc on va faire l'essai, hein, on va faire fichier, enregistrer enregistrer. On va choisir JPEG, bon je ne vais pas la renommer pour l'exemple. Vous voyez déjà là que c'est blanc. Si je fais... Donc il y a un critère de qualité qui est assez intéressant quand on exporte en JPEG, et il y a la taille. Le seul problème, c'est que par exemple, comparé à Photoshop, avec Photoshop, on a une vision beaucoup plus grosse de la vignette qui nous permet d'ajuster la qualité et de contrôler la taille de notre fichier, tout en regardant la dégradation de la qualité visuelle. On a vraiment une jauge visuelle. Là, si vous voulez, bon, vous verrez peut-être, et on ne voit quasiment pas, vous verrez pas trop ce que ça dégrade. Donc vous pouvez vous dire, voilà, j'ai mis la qualité à 0, mon poids de fichier il est passé de 58 à 12 kilobits, c'est-à-dire qu'il est hyper léger, mais vous allez voir la photo, en termes de qualité, elle perd. Donc, voilà. On va refaire un essai avec une qualité plus haute, toujours en JPEG, on va mettre 80. Alors, vous verrez, des fois vous serez surpris, il y a des photos sur lesquelles la perte de qualité n'est pas flagrante. Ce sera peut-être le cas ici, on verra bien. Voilà, donc là, c'est toujours du JPEG, mais en qualité 80 au lieu de 0. Et puis pour la transparence, on va vous faire un exemple. On va mettre en PNG. Alors vous voyez que les photos, les grosses photos qui ont beaucoup de détails en PNG, c'est là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois plus lourd que du JPEG. C'est-à-dire qu'elle sera 11 fois plus longue à charger sur un site que du JPEG. Donc le PNG, c'est adapté aux petites photos avec de la transparence ou aux photos qui ont des aplats de couleurs, mais pas de la photo réelle, physique.
hein. Ça va être plus pour des aplats, des icônes, ce genre de choses, qui vont par exemple être rondes et dont on aura besoin de la transparence. Là, le PNG va être parfois même plus léger que le JPEG. Mais bon, bah, des fois, on n'a pas le choix, on a besoin de transparence et on a une énorme photo. Alors, des fois, faut réfléchir à plusieurs fois si bah, on peut pas remplacer cette idée, hein, qui implique d'avoir de la transparence et une grosse photo, par une autre idée. Et surtout, éviter l'erreur d'exporter une très grosse photo en PNG, essayer de changer d'objectif et de passer sur soit éviter la transparence, soit ben, soit il n'y a pas trop d'autres choix. Il faut éviter la transparence et passer en JPEG, tout simplement. Donc là, on exporte. Tac. PNG. Et donc, on va regarder un petit peu comment ça se traduit. Alors, ce qui se passe, je vais vérifier, mais... Ouais, c'est ça. Oula. C'est ça. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. On a exporté, mais en exportant, il nous a pas mis l'extension .jpeg, .jpg pour les formats JPEG, et .png pour les formats PNG. Donc, le Mac, il n'a pas reconnu que c'était des photos. Donc là, on voit très bien la différence. On est sur une... Alors, c'est particulièrement mauvais. Moi, à 0% avec Photoshop, on peut faire un essai si vous voulez vite fait. J'ai jamais eu une perte de qualité aussi grosse. Donc, j'ouvre Photoshop, je fais un nouveau fichier. On avait dit que c'était du 940 par du 400. Je vais venir importer ma photo. Voilà, et je vais l'exporter en JPEG 0. Et comme je vous disais, vous voyez, on a un visuel beaucoup plus gros et ça nous permet de jauger la baisse de qualité beaucoup plus facilement. Alors, ça se voit pas au centre de l'image, mais quand vous commencez à regarder dans les parties un peu détaillées avec des dégradés, vous allez voir tout de suite, vous voyez, ça fait des gros artefacts, c'est grossier. Alors, par contre, voilà, l'image à 80%, elle pèse 150 kg et à 0%, elle en pèse que 18. Donc, bah, elle sera beaucoup plus légère. Mais par contre, voilà, là, c'est particulièrement mauvais. Donc, vous pouvez aussi utiliser des presets élevés, c'est très bien. Vous voyez, c'est correct en termes de qualité. On est à 79, c'est entre les deux. Et puis, bah, vous faites enregistrer. Donc là, on est sur Photoshop, hein. Ça, ce serait l'idéal. Je ferai peut-être des formations Photoshop par la suite. Et puis, vous enregistrez. Donc là, c'est l'algorithme, c'est ce genre de détails quand je vous parlais d'algorithme tout à l'heure, bah, là c'est un exemple typique, hein, l'algorithme de pixelaire pour ça ou pour d'autres choses, bah, c'est moins puissant que Photoshop, donc bah, du JPEG, vous voyez, en 0%, ça n'a rien à voir. Alors c'est peut-être un bug aussi, hein, ça me paraît grossier moi d'avoir une image aussi moche. J'ai jamais vu ça, enfin bref. Donc là, on va regarder notre JPEG, et vous voyez, regardez, on voit en arrière-plan le bureau. Bon, parce que on voit pas le bureau concrètement avec la vraie couleur. Pourquoi? Parce que bah, l'image elle est contenue dans un gabarit qui lui-même est un peu d'un blanc transparent. Donc il y a cette couche hein, qu'on voit à travers. Mais s'il n'y avait pas ce gabarit, bah, on peut l'importer dans Photoshop pour voir. Voilà. On retrouve notre damier. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends un calque, je rajoute un calque puis que je le mets en dessous et que dans ce calque je viens peindre voilà, de la matière. Là, le pinceau était beaucoup trop gros, du coup ça a fait un gros aplat. Et ben voilà, si je passe en dessous, bah, la photo cache hein, tout ce que je dessine en dessous. Mais par contre, tout ce qui est dans le carré transparent, ça se voit. Donc on a préservé une transparence. Donc là, je rentre déjà un petit peu dans des détails hein, dans lesquels j'étais pas obligé, enfin, j'aurais peut-être pas dû spécialement le faire, mais bon, ça me paraît important quand même d'aborder ce genre de petits détails. Donc on va revenir, je vais faire des pommes Z, voilà. Donc pomme Z ou CTRL Z, c'est annuler, annuler, annuler. Donc on fait des retours sur les actions qu'on a faites. Donc, eh ben, on va sauvegarder
notre photo en JPEG et 80 parce que bah voilà, il n'y a pas de transparence, donc il nous faut du JPEG, et puis 80 parce que il nous fallait quand même un minimum de qualité. Donc JPEG, correct pour la plupart des photos, soit 80 c'est très bien, et je vais marquer pour la reconnaître, final, ok, final. Alors on va pas faire la même erreur deux fois, on va rajouter .jpg. Vous allez voir, le Mac, quand on est sur le bureau, là du coup, hop, il reconnaît tout de suite, je suis où? Je suis là. Il va la reconnaître tout de suite en tant qu'une image JPEG, il va pas nous faire la même erreur que tout à l'heure. Donc je vais supprimer les autres, je garde que celle-ci. Maintenant, une fois que cette photo est faite, eh ben, il va être question, et ça on va le voir juste après dans le diaporama, là c'était un point sur l'optimisation des photos, expliquer un petit peu quel outil utiliser, notamment Firebug pour détecter les dimensions. Je vais vous montrer juste tout de suite après, il y a d'autres façons de faire aussi, en l'occurrence pour le diaporama. Et c'était surtout de voir la notion d'optimisation du poids. Donc une photo, on va dire que son poids, voilà, dès qu'on commence à dépasser les 200 KO, faut pas qu'il y en ait 50 dans la page. Hein. Là, vous avez par exemple en arrière-plan une très grosse photo qui doit les dépasser, les 200 KO. Vous avez quelques images dans le diaporama. Bon, bah tout de suite, ça s'accumule. Aujourd'hui, les gens ont quand même des bonnes connexions, mais celui qui vient qui a un périphérique mobile et qui doit charger tout ça, bah ça ralentit sa connexion quand même. Hein. Donc nous, pour des questions de confort visuel et de vous montrer qu'on peut avoir des trucs sympas, bah, on vous montre avec une image d'arrière-plan. Ça reste totalement envisageable, hein, c'est pas du tout impraticable, hein, on peut le faire. Mais voilà, si votre souci c'est d'avoir un site qui s'affiche très rapidement sur les mobiles, bah déjà les images d'arrière-plan, on va éviter ce genre de photos très complexes et détaillées. Et puis on va chercher à optimiser au mieux les, comment dire, les ratios de compression en JPEG et en PNG. C'était vraiment un point là-dessus. Donc je vous montre vite fait quand même pour trouver les dimensions à donner. On va continuer sur le diaporama, c'est un exemple assez sympa. Donc le diaporama, c'est un module. Et dans extension gestion des modules, et ce module, il doit s'appeler diaporama accueil, il me semble. Donc, quand vous connaissez le nom, vous tapez dia, quelques lettres, et il va faire une recherche pour vous. On voit qu'on a diaporama accueil. Ok. On va dans l'option de ce module et puis on voit déjà en première partie de paramétrage, on voit une sélection de 3 petits blocs qui nous donnent un nom de dossier, le dossier image, suivi d'un sous-dossier slide accueil, suivi d'un nom d'image. Et donc ça, c'est les 3 photos qui sont présentes dans notre diaporama, donc on reviendra après dessus. Hop, on passe, et là, on est censé voir les dimensions de notre diaporama. Alors, il y a juste une petite aparté quand même à faire, c'est que les vraies photos de base de notre diaporama, elles font pas 940 par 400, celles qui sont là. Elles sont un peu plus hautes en fait. Il n'y a pas de raison justifiée pour ça. C'est lors de la programmation, on a choisi finalement de réduire un peu la hauteur du diaporama et après avoir fait les photos. Donc le diaporama, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il focalise sur une partie de la photo, mais la vraie photo, on peut aller voir, je vais aller les chercher vite fait, sont un peu plus grandes à la base. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il renie un petit peu et recadre la photo pour qu'elle fasse la dimension qu'on lui a précisée dans les paramétrages. Donc en hauteur, notre diaporama, on dit qu'il fasse 400. En largeur, qu'il soit automatique, c'est-à-dire qu'il prenne 100% de la largeur de la balise dans laquelle il est contenu. En l'occurrence, cette balise a fait 940 pixels, donc on a un visuel de la photo qui fait 940 par 400. Mais vous allez voir, donc je vais chercher vite fait la photo. Hop. Donc, vous voyez, il y a des, j'irai un petit peu plus en profondeur dans la partie dédiée au diaporama, mais vous avez toujours des doubles comme ça. Donc celle qui nous intéresse, c'est celle où il n'y a pas le underscore th. Donc
dans FileZilla, quand je vais récupérer une photo qui est présente sur l'ordinateur, comment dire, distant, le serveur, eh ben je la clique et je la glisse dans un dossier de mon ordinateur local. Donc là, je suis déjà dans le dossier desktop, on voit c'est en gris, et ce que je vois là, c'est ce qu'il y a dans le dossier desktop. Donc on retrouve, ce que vous voyez là, c'est des dossiers qui n'apparaissent pas sur le bureau parce que ce sont des dossiers cachés. FileZilla a la capacité d'afficher les dossiers cachés que macOS cache, hein, nous rend invisibles. Ça peut être des fichiers système ou des fichiers ou des dossiers système, mais FileZilla vous les fait apparaître. Donc quand on regarde le bureau, on ne les voit pas. Vous voyez, je n'ai pas un dossier qui s'appelle .2c4, mais en fait il existe bien, il est juste caché, et FileZilla me les fait apparaître. Donc moi je le mets à la racine, hein, ici, paf, on voit que j'ai un fichier 1 qui est apparu. Ici je regarde sur mon bureau, bah voilà, elle a bien été téléchargée. Donc ma photo elle ressemble à ça, donc déjà on voit qu'elle est par rapport à la taille sur le diaporama, elle est plus haute. Et pour savoir réellement si elle fait 400 pixels ou pas, ben on fait un clic droit à lire les informations, comme la dernière fois, et on voit que les dimensions c'est 950 par 476. Donc les photos qui sont chargées dans ce diaporama sont plus grandes et peut-être même plus larges. Ouais, elles sont plus larges de 10 pixels aussi. Et le diaporama les recadre de façon dynamique. Donc on peut reproduire aussi cette recherche de dimension sur le logo, donc pour savoir quelle dimension doit faire mon logo, dans quelle dimension doit-il être contenu pour tenir à peu près à cet endroit. Donc il suffit d'ouvrir Firebug, de cliquer sur la fonction d'inspection, et puis on clique dessus. Et là c'est plus simple, puisque vous voyez, bon, il a localisé l'image, la balise image, et quand on se met sur l'adresse, il nous donne un visuel de l'image et il nous dit qu'elle fait 200 de large par 100 de haut. Donc elle peut être un petit peu plus large, elle peut être un petit peu plus haut, mais l'idée, pour pas dénaturer le design de la structure, eh ben, c'est de rester à peu près dans un format un peu plus large que haut, comme ça. Si vous commencez à mettre un logo beaucoup trop haut, on va avoir une bande trop haute, et ça sera pas très beau. Donc vous savez que dans Pixlr, hop, il faut que vous créez un nouveau fichier, une nouvelle image de 200 de large, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, hein, par 100 de haut. Ce qu'il est possible aussi de faire, parce qu'il faut savoir que plus vous travaillez sur des petites dimensions, et ça 200 par 100 c'est une petite dimension, c'est de plutôt travailler sur des plus grosses tailles. Par exemple, on pourrait très bien faire un coefficient 10. Alors forcément, ça implique des temps de chargement plus longs, hein, mais c'est pour l'exemple, on n'est pas obligé de faire du x10. On recule, donc pour reculer, il suffit de prendre la zoom, l'outil loop, et puis en fait, par défaut, il est sur plus, donc plus vous cliquez, plus vous zoomez. Vous voyez en bas à gauche, là je suis à 300, plus je clique 350, 450, etc. Et si je veux faire l'effet inverse, je veux dézoomer, j'appuie sur la touche Shift, vous voyez que je bascule, la loupe bascule en moins, et c'est l'effet inverse, et je recule jusqu'à finalement voir l'entièreté de mon fichier. Donc là, il faut savoir que ça fait 2000 de large par 1000 de haut. Donc c'est beaucoup plus pratique de travailler, c'est plus confortable de travailler avec des grosses dimensions parce que ça pixelise moins vite. Donc si j'importe une image et que je la travaille à ces dimensions-là, mon logo par exemple, il vaut mieux que je le travaille en grosse dimension et qu'ensuite, une fois les dimensions terminées, je vais déjà peut-être enregistrer une version telle quelle en format pixelaire après avoir créé un compte pour garder quand même les propriétés d'édition. Et tout de suite après, une fois que j'aurai préservé la version grande, je vais tout de suite réenregistrer une version petite. Voilà, et je vais changer la taille de l'image. Et là, je vais lui dire, je vais bien faire attention que conserver les proportions soient cochées. Et automatiquement, si je baisse à 200, il va me baisser la hauteur à 100 parce qu'il garde les proportions. Et là, je ferai OK et il va me réduire un fichier géant à la bonne taille. Et ça, c'est plus conseillé quand vous travaillez votre logo et tout ça, de travailler sur des grands formats, parce qu'on a plus de précision, on a plus de marge de manœuvre en termes de pixels, et ensuite, on sauvegarde on sauvegarde notre fichier, et ensuite, on réduit la taille et on exporte la version petite.